partie de café avec les skippers. Pour info, on en fera un demain à 15 h avec la direction de course. Donc pour les journalistes qui sont en ligne, on a créé ce rendez-vous pour compléter un petit peu. Donc vous pouvez le mettre dans vos tablettes. On vous enverra une invitation Doodle et puis le lien. Voilà, l'idée c'est qu'une fois que tous les bateaux auront quitté leur port d'attache, on puisse faire un point à 24 heures pile du départ. Donc voilà, pour ce dernier épisode avec les marins, donc ce qu'on disait, un casting 100% masculin, avec donc Seb Simon direct de Port-la-Forêt, Kevin qui doit être à Lorient, Maxime, tu es à Cancale ou tu es à Concarneau? Ah, Maxime, on n'entend pas, faut que tu mettes ton micro. Ouais, je suis à Concarneau, ouais. T'es à Concarneau, Alan qui doit être à Lorient également, et Arnaud au Sable d'Olonne. Donc l'idée c'est qu'on va demander à chacun de vous de faire un petit point de comment vous allez, de votre bateau qui doit être évidemment prêt, de la météo, enfin voilà, de votre état d'esprit, un petit point pour ceux qui n'ont pas suivi les divers entraînements et épisodes depuis la fin du confinement. On va commencer du coup par toi, Maxime. Est-ce que tu peux nous dire justement comment ça va pour ton team, la reprise des naves, la préparation, voilà, comment tu te sens? Ben ouais, pour nous, la team VND Mail, on a mis à l'eau en fait dès le 13 mai. En fait, on était quasiment prêt à mettre à l'eau avant le confinement. Donc on a continué. On a tout arrêté pendant le confinement et on a repris le 11, le temps de mettre à l'eau. Donc, ça a été assez intense pendant un mois et demi entre les naves techniques. On a fait quelques entraînements de 24 heures, 72 heures. Et puis on a fait quelques naves presse, quelques naves avec les partenaires. Donc ouais, c'est sûr que le temps de préparer cette course a été franchement intense. En tout cas, le bateau est prêt, l'équipe a été au top. Moi, je suis pas en méga grande forme, on va dire, olympique, mais en tout cas, je suis hyper content d'aller naviguer sur cette course. Merci, Maxime. Kevin, de ton côté aussi, ça a été beaucoup de naves, je crois. Ouais, l'idée encore une fois, moi, l'année 2020, c'est un petit peu d'expérience dans ce domaine-là. Donc l'idée, c'était de faire le maximum de navigation solitaire. On a eu un entraînement avec le pôle Finistère course au large de 48 heures qui était très intéressant aussi avec des nouveaux bateaux, des bateaux à dérive, des bateaux comme le mien ou celui de Samantha Davis, on va dire ancienne génération optimisée. Et puis c'est vrai que depuis le confinement, on n'a pas chômé et je crois que tout le monde va être content d'aller faire une régate, d'avoir un peu de temps de compétition parce que c'est ce qui nous manque pour le moment pour être prêt le 8 novembre au départ des SAM. On va avoir 2 transats. Écoute, on n'a plus qu'un parcours qui fait à peu près le nombre de milles d'une transat, mais qui est un petit peu différent d'habitude. Donc c'est sympa, ça va nous permettre d'aller voir des coins où on n'a pas souvent l'occasion d'aller, même si on ne va plus jusqu'au cercle polaire arctique. Mais bon, voilà, c'est toujours sympa d'aller pas loin de l'Islande, un petit tour aux Açores, ou l'inverse, on ne sait pas encore. On va le savoir ce matin, sans doute, après le briefing de météo de 11 h. Voilà, hâte de savoir aussi dans quel sens on tourne pour pouvoir se concentrer sur un seul parcours et hâte d'aller régater et de faire du temps de navigation en solitaire. Super, merci Kevin. Seb, pour toi aussi, c'est reprise de navigation et aussi de la découverte avec tes nouveaux foils. Oui, un peu comme tout le monde, on a essayé de naviguer le plus possible. J'ai commencé à naviguer sans foil, donc c'est un peu particulier. J'ai commencé à avoir l'habitude de naviguer sur ce bateau sans ces foils. Mais voilà, ça reste quand même très formateur. Et puis techniquement, on avait beaucoup de choses à valider pour fiabiliser le bateau. Donc c'était une bonne expérience. Et puis au fur et à mesure, on a reçu nos foils. Là, ça y est, on a enfin nos 2 ailes. Donc ça redonne quand même le sourire à toute l'équipe. On est plutôt content de retrouver tout le potentiel du bateau. Et puis maintenant, ça va être la grande découverte sur une course en solitaire. Ce sera ma première sur ce bateau tout neuf. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne 10 jours en mer tout seul à bord d'Arcabon. Merci beaucoup.
Toi, Arnaud, au Sable d'Olonne aussi, vous avez pu naviguer, les conditions ont été plutôt clémentes, me semble-t-il. Ouais, mais rapidement après le confinement, pareil, le déconfinement plutôt, on a mis à l'eau, on a navigué dans des conditions plutôt faciles. On est parti naviguer plusieurs fois de nuit. On a fait quelques speed tests avec Benjamin Dutreux, qui est assez intéressant parce que on ne bénéficie pas d'un centre d'entraînement comme à Port-la-Ref ou à Lorient où il y a beaucoup de bateaux, mais on fait avec ce qu'on peut au sable et c'est plutôt pas mal. On est 3 bateaux avec Manu Cousin, donc c'était intéressant. On n'a pas changé de foil, donc on n'a rien changé vraiment, on a changé des petits trucs qu'on a pu essayer, donc c'est une chance pour moi de faire la Vendée Arctique parce que je voulais pas faire New York et Sable parce que trop cher, trop long, trop machin. Là, les Sables d'Olonne, Vendée Arctique c'est parfait, ça part de chez moi, ça revient chez moi. Il faut que je parte 24 heures avant pour aller le port de départ, donc c'est facile. Je vais pas avoir grand chose à faire demain pour partir et revenir devant les sables. Mais non, du coup, le bateau est prêt. Moi, je suis plutôt prêt. Je suis plutôt super content d'aller naviguer, d'aller me confronter à tous ces beaux bateaux, les nouveaux, les moins neufs et les transformés. Donc, c'est une super chance parce que je pense que c'est un atout de faire cette course-là dans une bonne préparation pour le Vendée Globe le 8 novembre. Merci Arnaud. Alan, toi tu étais aussi en ordre de marche avec ton bateau, mais voilà, on a reçu ce matin des nouvelles de ta part avec une décision finalement pour des raisons personnelles. Tu ne seras pas au départ samedi. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous expliquer un petit peu sûrement un cheminement qui ne doit pas être non plus très facile entre la vie privée et la vie de compétiteur. À toi. Eh ben, carrément, ouais, il y a des décisions dans la vie qui sont pas forcément faciles à prendre. On navigue vachement là depuis la mise à l'eau du bateau, qualification pour la course, etc. Pas mal de tests, des speed tests. Enfin, on essaie vraiment d'être dans l'action. Tout se goupillait super bien jusqu'au Covid, et puis les dates ont pas mal changé. Moi, j'ai ma compagne qui attend un heureux événement le 15 juillet, mais sûrement avant. Donc, il a fallu échanger pas mal avec les partenaires qui sont complètement d'accord avec la décision. Enfin, ils sont à fond derrière et ça m'a beaucoup rassuré. Jusqu'à il y a quelques jours, dans ma tête, c'était j'y vais et puis tant pis. Mais en fait, je pense qu'il faut être humain dans la vie et que on donne notre vie dans ce genre de projet et je me vois pas rater en fait l'arrivée de mon premier enfant. Donc je suis qualifié pour le Vendée Globe, mon bateau est prêt, je vais continuer à naviguer pendant que vous allez faire de la performance jusqu'en Arctique. Du coup, ça sera un peu dur à vivre pour moi pendant cette période, mais en tout cas, ça me tient à cœur d'être là à l'arrivée de mon premier enfant. Donc, j'ai décidé de ne pas prendre le départ de l'Arctique Vendée pour cette raison. Merci Alan pour tout ça, pour ces explications. Et alors, on passe maintenant au tour de questions-réponses avec les journalistes qui sont en ligne. Oui, effectivement, donc je viens de recevoir mes nouveaux foils, donc j'ai eu peu de temps pour tester le bateau dans cette configuration. Et ça reste quand même un sport mécanique, donc il faut quand même monter crescendo et je ne peux pas exploiter tout le potentiel du bateau comme ça du jour au lendemain. Donc même si c'est frustrant pour moi, je ne vais pas me tromper d'objectif. Cette course reste est là pour me qualifier au Vendée Globe et puis essayer de continuer de fiabiliser le bateau, c'est surtout ça. Maintenant, j'espère à certains moments avoir l'occasion de m'exprimer un petit peu, exprimer le potentiel de mon bateau. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas d'objectif sportif sur cette course. Je pense que casser du matériel sur cette course, ça risquerait vraiment de compromettre le programme jusqu'au départ du Vendée Globe. Donc, c'est vraiment pas ce que je veux. Et puis, je pense que ça restera quand même une course qui sera très formatrice pour moi. Et puis, il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir d'ici le départ du Vendée Globe. Et ce qu'il faut, c'est qu'on soit à 100% de notre potentiel dans 3 mois et demi. Et là, c'est encore un petit peu tôt pour nous. Voilà. Merci. Kevin ? Oui, bonjour FM.
c'est vrai que oui, les entraînements à Port-la-Forêt sont. C'est à la fois toujours plein d'enseignements, il faut également s'en méfier parce que ça reste des parcours courts, ça reste du faux solo, donc on a des gens à bord. Alors j'essaie moi de respecter le plus le possible le solitaire parce que c'est là où je veux prendre de l'expérience et c'est vrai que les bateaux neufs sont plus dans une optique de continuer à développer en performance parce que les bateaux ont été mis récemment à l'eau. Donc aujourd'hui, de ce qu'on voit en termes de performance, on va dire que le prêt VMG, le prêt serré, le portant, on arrive à les tenir. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des allures au débridé ou sur des reachings où là, il y a la logique mécanique et la logique sportive qui font que les bateaux neufs sont plus rapides. En 2019, avec PRB, on arrivait encore à suivre parce qu'ils étaient encore en cours de développement, etc. Là, c'est vrai que c'est plus compliqué. Alors que je peux voir que les modifications qu'on a fait nous cet hiver ont également permis de gagner un petit peu quelques pourcents sur la performance du bateau. Après, il va falloir voir, je pense aussi, ça va être intéressant de voir sur cette courbe, de voir en solitaire, de voir sur la durée. C'est-à-dire est-ce que les bateaux neufs vont également réussir à tenir des vitesses élevées constantes, parce que plus on va vite, plus c'est inconfortable, et dans la durée c'est forcément un petit peu plus compliqué. Donc voilà, ça va être intéressant de voir cette course-là. Moi, je vais sur cette course en essayant d'avoir un rythme Vendée Globe, ce qui n'est jamais facile parce qu'on est tous compétiteurs et dès qu'on est au contact, on a une petite tendance quand même à s'enflammer un petit peu. Et voilà, j'ai envie d'essayer d'y aller sur un rythme Vendée Globe. L'objectif majeur depuis que j'ai repris le projet PRB, c'est le Vendée Globe. Donc, encore une fois, je suis focalisé là-dessus et essayer de trouver ce rythme-là, d'arriver après ces 12, 13, 14 jours de course, d'arriver encore à peu près frais. Voilà, c'est l'objectif, et bien évidemment de rester d'être devant, on va dire, les bateaux, les anciens bateaux optimisés, et puis essayer de tenir un petit peu le rythme des nouveaux bateaux sans on va dire, surexploiter PRB. Donc l'idée c'est pas de casser. Hein. Donc voilà, on va voir, ça va être intéressant de voir le rythme que tous les bateaux vont réussir à tenir sur une dizaine de jours, et ça va nous donner un petit ordre d'idée de ce qui sera possible on va dire, sur la première phase du Vendée Globe, qui est en gros Sable d'Olonne jusqu'en Afrique du Sud. Ça va être à peu près l'équivalent en termes de temps, donc pour ça va être très intéressant, même si c'est pas le même parcours, même si on attend aussi de savoir encore une fois dans quel sens on va tourner, de savoir un petit peu quelles conditions on va rencontrer. Ça va être quelque chose de très intéressant à suivre. Ok, merci beaucoup. Merci Kevin. Corinne, Boulou, c'est pas... Et j'active le son. J'ai une préférence. Pour moi, il faut trouver la moins mauvaise solution, quoi. Donc, pour moi, c'est un petit peu culturel, mais je vois mal comment on peut aller directement vers l'Islande. Après, c'est mon avis personnel, mais après, quoi qu'il arrive, on va faire du prêt, donc au départ. C'est pour des côtes bretonnes. Dès les premières heures et dès la première nuit, il y a un peu comme le départ du Vendée Globe, quoi. C'est la nuit de tous les dangers, quoi. Les casiers, les bateaux de pêche, le courant, les algues, le contact avec les autres bateaux et tout. Donc, ce que disait Kevin tout à l'heure est très juste, c'est que pour moi, la course c'est pareil, c'est se mettre dans l'optique Vendée Globe, le rythme Vendée Globe. Pour faire un bon Vendée Globe, il faut le finir. Pour faire une bonne Vendée Arctique, il faut aussi le finir, même si c'est beaucoup plus court. Mais pour moi, si j'étais météorologue ou si j'étais direction de course, je partirais d'abord vers les Açores. Mais c'est que mon avis. Maxime, depuis Concarneau, on préfère partir... Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe sur l'Atlantique? C'est quoi la config? On a une bonne dépression sur la route, me semble-t-il. Ouais, en fait, ils nous font partir directement vers la bouée UNESCO du Nord. Entre la Grande-Bretagne et l'Irlande, on a quand même une mer qui est assez courte, plutôt intense, et du vent très fort de face. Le risque qu'on a dans le sud, c'est plutôt d'avoir un gros passage à niveau à cause de l'anticyclone des Açores. Donc ça va bien aller jusqu'au Cap Finistère, et puis ensuite le vent va mollir et il y a l'anticyclone à négocier. Et là, on peut se retrouver avec une flotte qui passe et une autre qui s'arrête, et c'est un peu le risque de voir la course se jouer déjà à cet endroit-là.
je pense que pour la direction de course, c'est pas simple de prendre la décision, mais je partage l'avis d'Arnaud, je préférerais partir dans le sud. Seb, est-ce que justement, ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'être encore un peu dans l'étude et dans l'écoute du bateau? Oui, je partage le même avis. Moi, je serais plutôt déjà, d'une part, pour favoriser des routes au portant, donc avec des allures portantes, parce que c'est quand même ce qu'on est censé rencontrer le plus sur le Vendée Globe avec nos bateaux. Puis nos bateaux sont faits pour ça, hein, quand même. Ils sont pas faits pour faire du prêt. Donc, a priori, la route sud est plus favorable pour des routes au portant. Donc, moi, je favoriserais un petit peu ce côté-là. Et puis, comme Arnaud et Maxime, ma crainte, c'est avec une flotte très dense, avec l'effervescence de la course, faire des virements dans du vent près des côtes bretonnes et côtes irlandaises, c'est un risque non négligeable de casser le bateau ou de taper un casier ou un autre bateau de pêche. Donc c'est un risque que j'aimerais éviter. Donc la route sud pour moi. Et pour toi, Kevin? Pour moi, je pense qu'il faut faire attention. On est un des premiers sports à repartir sur un événement, on va dire, sur un événement qui va durer avec cette durée-là et qui est important. On est en solitaire et c'est vrai que le solitaire, des fois, ouvre le flanc à des critiques sur notre capacité à tenir la veille à bord et d'aller faire du prêt le long des côtes bretonnes, puis le long des côtes irlandaises, hein, la Manche, et même il y a des routages qui passent à l'intérieur Scilly. Il y a quand même encore beaucoup de bateaux de pêche dans ces zones-là qui n'ont pas l'AIS. On va être le premier week-end des vacances, donc est-ce qu'il y aura quelques bateaux de croisière à commencer à se diriger vers les îles? Et je trouve que ce serait dommage de prendre le risque avec des bateaux en solitaire, des bateaux qui vont de plus en plus vite, avec une visibilité de plus en plus réduite pour certains en fonction des configurations de plan de pont. Je trouverais ça dommage de prendre le risque d'aller chercher un contact, soit avec un pêcheur ou avec un plaisancier. Donc, sans même parler de météo, j'aurais plutôt tendance à aller choisir une route qui nous éloigne le plus possible des côtes. Faut pas non plus tromper d'objectif. Cette course-là, c'est vraiment du temps de navigation pour le Vendée Globe, la qualification pour certains. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller prendre le risque d'être critiqué pour un contact avec des bateaux ne participant pas à la course, sachant que ce serait en plus dommageable pour nous en vue du Vendée Globe. Donc voilà, donc, je serais plutôt également pour une route sud qui nous éloigne le plus possible d'une navigation côtière avec des bateaux et une configuration solitaire qui ne sont pas forcément faites pour ça. Ok. Non-stop 24h/24, c'est pas forcément être le plus rapide tout le temps, c'est celui qui va mieux gérer son bateau. Sur le Vendée Globe, chaque partie du Tour du Monde, on se dit que c'était la plus dure, et en fait, le plus dur finalement, c'est le retour dans le golfe de Gascogne, où c'est en plein hiver, la météo est très, très poussée, très dure. On rencontre des mers forcément grosses dans le Grand Sud, on va casser les bateaux, ça c'est clair et net, on va les réparer. C'est une gestion globale en fait du bateau de A à Z, et c'est ça qui fait un beau Vendée Globe en fait, c'est que on doit réussir à gérer la performance du bateau, placer le curseur au bon endroit pour pas casser complètement son bateau, on va dire, et terminer une course le mieux placé possible. Je pense que Arnaud l'a très bien dit encore une fois, c'est que pour faire une belle course, il faut la terminer et le classement va avec. Et aujourd'hui, cette course, elle est très intense en termes de trafic maritime, de météo. Ça va être compliqué à gérer, hein. Il y a quand même des bonnes phases de transition. Ça va être très proche les uns des autres en termes de bateaux. Il va y avoir plusieurs courses dans la course, ça c'est un grand classique sur chaque événement. Ça va créer du match et du stress. On part tous des pontons en se disant généralement oui, je vais pas tirer dedans, et puis encore une fois, dès qu'on est côte à côte, on part en guerre. Et c'est là où il faut être assez intelligent
pour faire comme sur le Vendée Globe, c'est-à-dire faire sa route, faire son chemin, prendre son rythme de sommeil, de gestion, de nutrition. C'est hyper important aussi, parce que là, il va quand même y avoir un condensé de Vendée Globe en 15 jours, c'est-à-dire qu'en termes de météo, tout ce qu'on va pouvoir rencontrer sur le Vendée Globe vont être condensés dans ces 15 jours. En termes de chaleur, de fraîcheur, de conditions de vent, de mer. Et du coup, ça va être hyper intense et c'est là où ça va être le plus délicat, je pense, pour tous les marins. Pour toi, Arnaud, qui a fini 3 Vendée Globe, effectivement, tu penses qu'en 12 jours, on peut être dans un rythme Vendée ou on est dans un sprint condensé Vendée Globe? Enfin, on est un peu entre deux exercices. C'est un sprint, mais par contre, c'est intéressant, comme disait Alan, pour tout, le froid, le moins froid, les conditions, du près, du portant, du travers. C'est un condensé, c'est quand même très court par rapport à Vendée Globe, donc il y a le côté humain, il y a le côté un peu technique et plus secondaire. Si tu casses pendant la Vendée Arctique, si tu casses une natte par exemple, tu la répares pas, c'est pas grave, c'est comme pendant une transat, quoi. Par contre, sur la Vendée Globe, si tu casses une natte de grand voile, tu vas la réparer. Si tu déchires une voile, là c'est pas grave. Tu as un plan B. Sur la Vendée Globe, si tu déchires une voile, tu as trouvé le moyen de la réparer. Donc pour moi, ça reste un sprint, 15, 20 jours, ça reste un sprint, comme une Jaguar, donc c'est un sprint. Mais c'est un exercice ultra intéressant pour préparer le Vendée Globe, ne serait-ce qu'on va se retrouver au contact tous, donc les tout nouveaux, les moins nouveaux, les plus anciens comme moi, modernisés un peu comme le mien, bateau. Donc du coup, c'est un excellent speed test. Après, il risque d'avoir des passages à niveau, comme disait Maxime, donc il faut être vigilant, mais c'est un bon moyen de se mettre dans le rouge là, au mois de juillet. Et puis quand on partira pour le Vendée Globe, je pense que la Vendée Arctique sera plus dur que le Vendée Globe. Donc c'est un bon exercice, quoi. C'est plus dur parce que c'est plus court, c'est plus intense. Donc voilà, mais gaffe à ne pas faire trop de bêtises parce que effectivement après le timing est très court pour pouvoir réparer. Puis il faut avoir les moyens aussi. Moi je vois pas les moyens si je casse un truc important de réparer. Donc gaffe à tout, c'est une gestion globale d'un projet, la Vendée Arctique jusqu'au Vendée Globe. Il faut gérer le bateau sur l'eau, mais aussi se dire quid si je casse quelque chose d'important, est-ce que j'aurai les moyens et le temps de réparer? Donc c'est un bon warm-up. Et puis je pense que tous les marins qui prennent le départ sont assez intelligents ou astucieux pour pouvoir faire les choses bien, mais en mer, il se passe toujours la chose imprévisible. Donc moi je reste super motivé, méfiant, mais voilà, ça reste un très bon exercice. Après, moi j'y vais en configuration Vendée Globe. J'essaie d'amener le maximum de matériel dans l'optique, me dire c'est que je prendrai le même matériel pour le Vendée Globe. Donc Kevin va me dire c'est un peu lourd, mais c'est pas grave. J'ai envie de me dire, bah, vas-y Arnaud, tu auras tout ça matossé. Comme ça je peux avoir peut-être à l'arrivée, il a aussi beaux muscles que Kevin. Mais en tout cas, c'est moyen de se dire, il faut que j'embarque le matos pour voir si tout est bien, parce que les transats qu'on fait, j'allais voir au Rhum, c'est des runs, quoi. Là c'est la course d'avant Globe, donc j'embarque du matériel pour le matosser, pour voir si tout va bien à bord, si tout est bien configuré. Gérer l'assiette du bateau aussi, parce que c'est important, quel que soit le bateau qu'on a, de bien matosser. Donc voilà, c'est le prologue du Vendée Globe. Toi, Maxime, t'es visu du Vendée. C'est ta première course en solitaire sur ce bateau. Si je ne me trompe pas, oui, non. Non, c'est ma deuxième, j'ai fait la Bermude. Ah oui, t'as fait la haute, pardon, excuse-moi. Et justement, quand on parle rythme Vendée Globe, qu'est-ce que ça signifie pour toi concrètement? Mais moi je prends cette course, alors comme Arnaud, le bateau il est vraiment en config Vendée, j'ai un peu plus de matos que ce que j'aurais besoin sur cette course. Moi je prends ça vraiment comme le brouillon du Vendée Globe en fait, c'est-à-dire que pour toute la team Vie Mayenne, à la fois à terre pour les équipes techniques, mais aussi pour les équipes de com, on s'est vraiment mis dans un format tour du monde, de façon à utiliser un maximum tous les systèmes qu'on a, à la fois audio, vidéo, les fiches procédures de réparation, le matériel embarqué, de façon à justement prendre ce rythme
pour se préparer au Vendée et voir ce qu'on va pouvoir améliorer derrière. Donc c'est un super exercice. Au-delà de la partie navigation, on va commencer à travailler dans notre tour du monde. Merci. Seb, je mixe ta question avec celle que m'a envoyée Frédéric Pellatan aussi. Donc, du coup, on parle de rythme, justement un peu au long cours, mais alors comment on fait pour faire fonctionner la tête du bon marin et le cœur de compétiteur? Justement, moi, le cœur de compétiteur, il faut que j'arrive à le mettre de côté. Après, c'est sûr que voilà, sur une course qui dure comme ça, qui est un semi-sprint, une semi-course d'endurance, je ne sais pas trop comment le prendre. Il y a quand même une gestion du matériel. On ne peut pas être à fond tout le temps, c'est pas possible. Et puis en plus, nos bateaux sont quand même très sensibles à l'état de la mer. Hein. Plus la mer est forte et plus c'est dur de les faire avancer. Donc il faut d'abord apprendre à connaître les limites de son bateau, connaître ses propres limites, et puis voilà, il faut quand même faire attention à soi aussi, parce qu'on peut vite se mettre en danger dans ce genre de conditions. Donc surtout quand la flotte est très serrée, on n'a qu'une envie, hein, comme disait tout le monde, c'est de partir au charbon et de se bagarrer contre les autres, mais voilà, moi dans mon optique, ce sera de faire abstraction de tout ça et d'essayer de naviguer pour moi. Et en attendant, c'est vrai que par rapport au Vendée Globe, j'ai pas encore eu parce que le timing est quand même très serré, on a subi beaucoup de choses et j'ai pas encore eu le temps de gérer toutes mes job lists Vendée Globe, donc je suis dans une configuration qui est un peu plus légère que le Vendée Globe. Mais en tout cas, j'essaierai d'aborder cette course de la même manière, donc en me disant que voilà, il faut que d'abord j'y aille sans regret, et puis surtout que je prenne la bonne gestion du matériel. Merci Seb. Avec la route du Rhum, là c'est certain que l'IMOCA, l'organisation ont vraiment fait un super job pour réussir à organiser une course qui avait pratiquement été validée lors du confinement, ce qui était quand même pas simple. Après, c'est vrai que notre sport favorise ça, le fait de partir en solitaire au large, ça favorise sans doute de pouvoir des compétitions, le fait d'avoir décidé de ne pas faire de village de départ. Et voilà, le Vendée Globe, j'espère, aura le village le plus important possible. Il y aura ce sera sans doute pas les villages tels qu'on les a connus, il va falloir s'organiser. Mais je pense que c'est vraiment important pour tout le monde qu'on puisse continuer à vivre de notre sport. Il y a le sport et puis il y a le côté aussi économie derrière. C'est-à-dire que la course au large, ça reste quand même aussi une sorte de grosse entreprise qui fait vivre du monde. Il n'y a pas que les skippers, il y a aussi les chantiers, il y a aussi les gens qui travaillent avec nous, parce qu'on a tous des structures avec des salariés. Et ça, c'est aussi important, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, c'est aussi très, très important que ça continue. Donc voilà, moi je suis vraiment content qu'on ait cette course-là. Je pense que ça aurait été très compliqué d'avoir un Vendée Globe sans course avant. Ça aurait été compliqué en termes de sécurité, ça aurait été compliqué en termes de qualification. Donc voilà, j'ai hâte d'aller faire du bateau. J'ai hâte de connaître le sens de parcours et je pense que ça va faire du bien à tout le monde d'aller naviguer et ça va montrer que notre sport aussi est capable de s'organiser et de s'adapter aux contraintes, même dans des situations qui sont très complexes comme celle-ci. Donc voilà, encore une fois, je pense qu'il faut remercier l'IMOCA avec toutes les démarches qu'ils ont pu faire pour qu'on soit capable d'être au départ d'une course samedi. Oui, nous au SAL, on a vécu la Saumêtre Coq en Figaro il n'y a pas longtemps, donc c'était plutôt sympa de croiser des coureurs au loin et tout ça, donc c'était quand même une dynamique qui repart, donc ça c'est plutôt sympa. Ce qui est atypique pour nous au sable, voire ridicule, c'est on part des sables pour être au départ de la course qui est au sable, du coup on va se taper des ronds dans l'eau pendant 24 heures, donc c'est un très typique, original et ridicule, mais en tout cas on se plie aux contraintes, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une dynamique qui repart globale pour la course à la voile, que le sport en général reprend son activité et que avec la Saumêtre Coq qui est passée au sable, ça fait du bien d'aller voir, moi j'ai pris mon Zodiac, j'allais voir les bateaux sur l'eau, de voir un départ de course, même si tu ne participes pas, ça fait toujours vachement bien, ça crée une dynamique. Et puis de se mettre nous dans un environnement de départ de course, c'est ultra nécessaire quand tu prépares un tour du monde.
c'est plus qu'original, là. Du coup, c'est une chance, c'est une grande opportunité pour la course au large, une grande chance. C'est sûr que l'IMOCA et tous les organisateurs ont beaucoup travaillé pour arriver à faire un truc à peu près cohérent. Après, c'est jamais évident, mais en tout cas, c'est bien d'avoir pu faire ça. Après, on verra comment sera la course, mais forcément, il y aura des faits de guerre, comme on dit, en mer, quoi. Mais c'est ça qui est formidable. Donc, je pense que la voile a cette chance-là, quoi, par rapport à d'autres sports. Il y a certaines valeurs, on arrive à se rejoindre tous. On a fait des visioconférences avec tous les coureurs, avec certains partenaires, et en moyenne, c'est plutôt super bien passé. On était tous parlé quasiment d'une voix, et c'est bien, ça montre que nos partenaires qui nous suivent, ils ont raison de nous suivre, que la voile est un bon exemple d'humilité et aussi de solidarité. Donc la Vendée Arctique le prouve. Je pense que quand on est compétiteur, on a hâte d'aller courir au Vendée Globe, mais avant, on n'a pas une course avant, et c'est le cas aujourd'hui. C'est plus que nécessaire pour pouvoir s'entraîner, parce que l'entraînement, c'est bien, mais aller vraiment faire une course, se mettre en configuration en mode course, quoi. Il n'y a rien de mieux, le stress qui monte, la petite préparation avant le départ, les petits imprévus, et il n'y a rien de mieux pour préparer un grand événement comme le Vendée Globe que de faire un événement, une course importante avant de partir. Alors, pas de village, pas de spectateurs, mais on va le faire vivre avec tous les moyens de communication qu'on a à bord, toutes les caméras et tout ça, on va le faire vivre à fond. On est moins dans le jus du village avec toutes les sollicitations. En revanche, il y a quand même un petit manque, cet effet boost qu'on a avec les gens qui viennent nous voir, la presse, les rendez-vous qu'on peut avoir. C'est sûr que ça ne nous met pas dans le bain, et même si on a une date, on a une échéance, c'est quand même pas pareil. En tout cas, moi, je préfère clairement une course classique avec un village. Après, la situation aussi, elle est quand même compliquée. On s'adapte forcément. On a des différents tests pour le Covid qu'on a pu déjà faire pour le test sérologique et PCR. On va en refaire un demain avant le départ. En tout cas, c'est tout ça qui aura permis de réaliser cette course, et peu importe les contraintes, on se plie à ça, et on est tous contents de partir sur le web. D'ailleurs, toi, tu fais la version en voiture du test, je crois, non? C'est ton programme demain, il est un peu spécial, parce que tu es le seul à être à Concarneau et tu vas à Port-Laf te faire tester, non? Comment ça va se passer? Ouais, c'est ça. On va en voiture à Port-la-Forêt pour rejoindre les équipes de Port-Laf, et on retourne à Concarneau pour ensuite embarquer. Question pour Alan, donc finalement voilà, tu vas pas être dans ce protocole demain, il y aura forcément un peu de frustration, on peut imaginer pour toi en tant que compétiteur, mais alors voilà, est-ce que tu as des favoris? Est-ce que tu vas regarder finalement les bateaux qui sont proches du tien dans la flotte plus particulièrement? Est-ce que tu vas être accro à la carto, ou finalement tu nous oublies tous pour nous retrouver tard cet été? Ah non, je vais pas vous oublier, au contraire, non, je vais suivre ça de très près. C'est super important du coup de suivre. On peut voir un peu les performances des bateaux justement au large, parce qu'on navigue pas pareil dans la baie que au large. Certains bateaux vont très très vite dans la rade, mais voilà, j'attends de voir un peu ce que ça donne sur du long cours, et c'est vrai que moi je vais être vraiment à fond derrière. J'ai des favoris, mais je ne les citerai pas. Non, je pense qu'il va y avoir un super match, surtout s'il y a des conditions météo qui sont, si on passe pas mal de zones de transition, il y a des bateaux plutôt d'ancienne génération qui peuvent vraiment bien matcher, donc ça va être assez intéressant. Et non, écoutez, moi les gars, je vais faire en virtuel, ça va être sympa aussi, je vais faire la course contre vous, mais différemment. Non, oui, un peu déçu, c'est sûr c'est pas déçu, c'est pas le bon terme, mais j'aurais aimé me confronter, je me confronterai du coup sur le défi Azimut, mais je continue à naviguer à côté, donc voilà, je me sens pas lésé de pas participer à cette course, parce que on a un programme du coup différent qu'on a mis en place là pour être sur l'eau, naviguer et puis aller pousser dans le bateau différemment.
Parce qu'aujourd'hui, en fait, moi je me suis rendu compte que j'ai participé à quasiment toutes les courses, c'est bien, mais on fait finalement souvent ce qu'on sait faire. On ne cherche pas à innover. Et là, j'essaie d'aller innover un peu sur l'eau, d'essayer d'autres choses et de comprendre le bateau dans toutes les conditions. Donc voilà, chacun va s'entraîner de son côté et puis ça va être intéressant de voir le résultat final.